Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là au campus régional Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, je voulais vous faire un bienvenue au nom du pôle éco-conception et puis de vous dire que ben voilà, c'est un webinaire qui est sur Green to Market aujourd'hui et qui se fait en hybride. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc à la fois sur place ici et puis on a 300 inscrits en ligne qui nous rejoignent là au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un peu toute cette logistique, caméra et autres. En tout cas, bienvenue parmi nous. Et pour ceux qui sont en ligne, je rappelle quelques petites règles. Vous pouvez poser des questions, mais ce sera via le chat. Et c'est notre collègue Clémence qui est en backup derrière qui nous fera remonter les questions et qu'on traitera soit au fil de l'eau si c'est des questions générales, soit à la fin de l'événement. On aura un petit moment d'échange avec les gens qui sont dans la salle et puis avec les personnes qui sont en ligne sur notre GoToWebinar. Donc, je me présente, donc Samuel Maillard, directeur du pôle éco-conception. Donc, le pôle éco-conception, c'est une association d'industriels dont l'objet, c'est d'accompagner les entreprises dans leur performance globale par l'intégration de l'environnement dans une démarche, on va dire, de cycle de vie. J'ai vu qu'il y a quelques experts en cycle de vie qui sont parmi nous aujourd'hui, ici et puis en ligne. Donc, je leur souhaite aussi la bienvenue. Et donc, je suis très, très heureux d'accueillir avec moi mon partenaire sur ce projet, Green to Market, Florence Roulinck. Je vais peut-être te laisser te présenter. Bonjour à tous, ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous présenter Green to Market. Donc Florence Roulinck, moi je suis dans l'univers du marketing depuis 25 ans maintenant. J'ai travaillé dans différentes entreprises, des groupes en B2C et ensuite en B2B dans la compression médicale, dans un laboratoire pharmaceutique et dans du matériel médical. Voilà. Parmi nous, on aura Philippe Cantet. Alors, on a fait des petites vidéos pour que ça soit plus simple, mais je sais qu'il est en ligne avec nous. Donc, Philippe Cantet, c'est le patron en fait de Spring, qui est une société qui vous présentera tout à l'heure, qui vend des produits de nettoyage par correspondance. Alors, vous allez voir, on fait un focus particulier sur les produits de nettoyage, parce qu'on a aussi parmi nous Pauline Massard. Donc, Pauline, peut-être en quelques mots de Rotab. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Pauline Massard, je suis la responsable marketing et communication d'Eurotab. Donc ça fait 3 ans que je suis chez Eurotab. Donc Eurotab est un spécialiste de la compression poudre et particulièrement donc, dans les produits d'entretien. Donc produits phares, les tablettes de lave-vaisselle. Donc du coup j'occupe ce poste depuis 3 ans et nous travaillons essentiellement donc, pour nos clients en B2B qui ont leur propre marque, que ce soit des marques nationales ou des MDD. Donc je suis un petit peu le volet on va dire industriel, nous n'avons pas notre propre marque, nous travaillons pour nos clients. Nous travaillons essentiellement à l'export. 60% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export, où il y a une grande demande là aussi dans des produits plus respectueux de l'environnement. Auparavant, j'étais chez Allègre Puériculture, donc j'ai travaillé pendant 12 ans dans la petite puériculture, donc un univers complètement différent, là en plus à la marque. Et c'est vrai que sur le développement produit, l'éco-conception n'était pas du tout partie prenante de nos cahiers des charges. C'est vraiment en arrivant chez Eurotab que j'ai pris toute la dimension de cette démarche qui personnellement me passionne et alimente notre quotidien. Et c'est vrai que c'est un vrai plus en tout cas pour aussi les salariés de savoir qu'on fait partie d'une entreprise qui a à cœur de participer à cette contribution de préserver l'environnement. Alors Eurotab aussi est engagé au sein du pôle éco-conception dans la gouvernance, puisque Pauline siège au conseil d'administration, puis on a la chance de l'avoir comme vice-présidente sur la communication, et puis elle nous aide aussi sur les points plus techniques de marketing. Donc je tenais à la remercier pour sa présence aujourd'hui, puis tout le travail qui est fait par l'entreprise et Pauline. Donc aujourd'hui on est là pour parler de marketing, de business et d'environnement. Nous, au pôle éco-conception, on accompagne tout un tas d'entreprises aujourd'hui. On fait des diagnostics éco-conception, on intervient, on interroge, on fait au sein des entreprises. Et puis à chaque fois, on se retrouve dans une espèce de quadrature du cercle où on nous dit finalement, il n'y a pas de demande. Et puis quand on discute avec les parties prenantes, clients, utilisateurs, ils disent il n'y a pas d'offre. Et donc quand on continue à gratter et qu'on questionne les entreprises où il n'y a pas de demande, mais est-ce que vous avez posé la question de l'intégration du besoin en environnement? Ah non, on ne l'a pas questionné. Et donc, on est dans un système, à part pour les entreprises qui sont vraiment précurseurs, qui sont déjà engagées sur l'environnement, où il ne se passe rien parce qu'on n'écoute pas le marché.
On n'écoute pas le marché sur les aspects environnementaux. Et puis après, on a commencé à regarder un petit peu tous les éléments qui étaient disponibles pour travailler ça. Et nous-mêmes, en éco-conception, finalement, dans les premières démarches d'éco-conception, au sens de la norme, puisqu'il y a une norme qui le définit, on rentre très vite sur cette partie définition du projet, à la cible à laquelle on va s'adresser, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble avec Florence pour imaginer, voir comment concrètement on pouvait intégrer l'environnement dans une démarche de marketing. Donc peut-être si tu peux expliquer un petit peu la logique de la démarche, Florence, sur quoi on s'est appuyé. Peut-être juste avant, rappeler quand même les grands enjeux environnementaux auxquels on fait face. Je pense que tout le monde en est conscient aujourd'hui. Donc des enjeux qui sont liés à la planète, aux ressources, des enjeux qui sont liés aussi aux personnes, tout ce qui est société, individu, respect humain, et des enjeux qui sont les enjeux des entreprises aujourd'hui. Et les entreprises sont là pour faire du profit aussi. Donc nous, on n'est pas là pour être dans un monde de bisounours ou d'environnement high level. On est là pour faire en sorte de créer des projets qui atteignent un marché et donc qui profitent à l'entreprise d'un point de vue économique. Voilà. Donc je pense que ça, c'est important de le préciser. Et dans la démarche marketing, moi, donc, les conceptions, c'est une démarche dont je suis convaincue, puisque j'ai pratiqué un marketing traditionnel pendant de nombreuses années. Et le marketing éco-conçu ouvre des champs d'innovation qui sont vraiment importants. C'est-à-dire, vous allez voir à travers la démarche, le fait d'intégrer dès l'amont les facteurs environnementaux, ça crée des potentiels d'innovation parce que, tout simplement, on ne regarde plus, d'un point de vue marketing, les marchés, les parties prenantes sous un axe traditionnel, mais à la lumière des enjeux environnementaux. Et en se posant la question comme ça, en fait, on se pose des questions qu'on ne s'est jamais posées, et du coup, on trouve des solutions qui ne seraient pas arrivées si on ne les avait pas posées comme ça. Voilà. Donc du coup, on est vraiment là pour vendre, pour innover, pour créer des synergies. On va voir qu'il y a toute une chaîne de valeur qui se crée autour de ces démarches. Les entreprises ont des niveaux de maturité très variés. Il y a des filières qui sont plus ou moins avancées aussi dans le domaine. Mais notre idée, c'est toujours d'être dans la progression, l'amélioration et la réponse à la demande. On va en parler tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir que tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit, en fait, on a essayé de formaliser tout ce qu'on a travaillé ensemble sur des projets qu'on accompagne en entreprise, parce qu'on a accompagné un certain nombre d'entreprises en B2B, B2C avec Florence, et on a voulu écrire un petit peu quelles étaient la méthode, comment on avait mis en place toutes ces démarches-là. Mais avant d'aller plus loin, je voulais partager avec vous une vidéo, donc Philippe Cantet, qui va vous répondre à la première question. Donc Philippe Cantet, vous le verrez, il a travaillé pas seulement sur des marques Spring, mais sur d'autres marques très très engagées, et il va nous expliquer l'enjeu en fait de la partie marketing et de la partie environnement. Donc si on peut essayer de lancer la vidéo, j'espère que tout va bien se passer, on croise les doigts. Je pense qu'on est dans une phase du monde où le sujet est devenu un sujet mainstream. En fait, c'est une attente consommateur maintenant qui est très forte, qui est vraie dans tous les produits, dans tous les services. Aujourd'hui, c'est plus uniquement un sujet militant. C'est une attente consommateur qui est très centrale. Et le fait d'y répondre de la meilleure manière possible, c'est un levier de valeur, comme tout levier, comme toute attente marketing décemment adressée. Associer marketing et environnement, c'est en fait une démarche qui consiste à répondre à une attente consommateur qui est très forte aujourd'hui dans tout l'ensemble des produits et des services. On veut aller vers une mieux-disance environnementale et pour la santé. L'associer avec du marketing, c'est s'assurer qu'on transforme en fait les offres d'une manière qui va pouvoir maximiser l'opportunité pour la marque qui le fait. Faire entrer l'environnement dans l'entreprise, c'est parfois un sujet qui est vu soit comme un sujet défensif, soit comme un sujet qui peut être un sujet de radicalité.
Et dans les deux cas, finalement, on ne tire pas parti de l'opportunité, alors que accompagner le consommateur avec des nouvelles offres qui mutent progressivement au bon niveau, ça permet de maximiser l'impact avec des produits qui sont justement repensés et éco-conçus, et qui d'ailleurs sont amenés à évoluer dans le temps, en faisant en sorte d'embarquer le plus grand nombre. Et donc c'est bien ce ratio entre une offre plus environnementale au bon niveau qui va quand même convaincre le consommateur, et la quantité de consommateurs qu'on va être capable de convaincre. C'est ce mix-là qui va maximiser l'impact pour l'entreprise. Et donc, associer marketing et éco-conception, c'est la bonne manière pour trouver ce chemin qui progressivement maximise l'opportunité pour l'entreprise et permet à l'entreprise de se mettre dans une démarche vertueuse. Peut-être juste, je voulais rajouter, parce que je vois qu'il ne l'a pas dit dans la vidéo. Je pense qu'on est dans une phase... Ça repartit. Philippe Cantès est l'ancien directeur de Innocent, donc c'est lui qui s'occupait d'Innocent sur la France, donc une entreprise qui était positionnée sur ces aspects de transparence et qui s'est engagée sur Spring, mais on présentera le projet un petit peu plus tard. Oui, tout à fait. Et avant de passer à la méthode, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi le retour de Pauline pour Eurotab. Oui, parce que c'est vrai que Philippe Cantès souligne ici un point important qui est de convaincre le consommateur. Et je dirais que pour nous, le plus grand enjeu aujourd'hui, c'est de rendre compréhensible ce que l'on veut revendre aux consommateurs. Parce que le consommateur, ce n'est pas un scientifique, hein, ça n'est pas un expert. Il est parfois méfiant, comme le disait aussi Philippe Cantès. Nous, ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup au travers des études consommateurs. Quand on leur présente par exemple des projets avec juste des labels environnementaux type écolabel ou écocert, on est toujours surpris. Un grand nombre de personnes ne connaissent pas, ne savent pas ce qui se cache derrière, ce que ça veut dire. Donc on a une sorte en tout cas une frange de la population qui est assez réfractaire et qui ne sera pas convaincue facilement. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye vraiment à travers nos produits et notre communication d'être compréhensibles par le plus grand nombre pour faire adhérer le plus grand nombre. C'est une sorte de démarche d'amélioration continue. On n'est peut-être pas parfait dès le départ. On n'a peut-être pas le produit qui coche toutes les cases. Mais en tout cas, on veut que le consommateur le comprenne, que ça soit lisible et essayer d'en convaincre en plus grand nombre. C'est comme ça qu'on arrivera à faire changer un peu les choses. Voilà, et c'est aussi le rôle du marketing de faire changer les choses. En tout cas, on en est convaincu. Voilà, donc comme Samuel le disait tout à l'heure, on va vous présenter un peu cette méthode Green to Market qui se veut simple et pragmatique et adaptable. Donc on n'est pas là pour avoir une méthode high level que personne ne puisse utiliser. On va vous présenter la méthode dans son ensemble, évidemment en fonction des projets, des entreprises et de leur niveau de maturité par rapport à la démarche environnementale. La méthode est complètement adaptable, on n'est pas obligé de suivre tous les jalons. Voilà. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu, même souvent ça ne se passe pas comme prévu. Et du coup, voilà, la méthode, elle vient aussi de l'expérience qu'on a chacun dans nos métiers et sur les projets qu'on a accompagnés. Et elle on la retrouve dans trois étapes. Il y en a même une quatrième dont je vous parlerai tout à l'heure. La première étape, c'est une étape, on va dire, de diagnostic qui va nous permettre d'identifier les enjeux Green to Market prioritaires pour l'entreprise. La deuxième étape, c'est une étape qui tient à la stratégie. Donc on va en reparler en détail. Et le livrable de cette étape, c'est un plan marketing. Donc on est vraiment dans du concret. Et la troisième étape, c'est la mise en œuvre du projet. Globalement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on recommande de faire à travers les expériences qu'on a eues dans cette méthode. Voilà, je vous propose de rentrer en détail. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Samuel ? C'est vrai que la découverte des méthodes de marketing, moi j'ai un profil ingénieur, je suis chimiste au départ, donc je suis assez loin du marketing. Et j'avais l'impression que, oui, ce serait la chimie pour ce qu'on voit sur le home care, c'est assez intéressant. Pour autant, pour écouter les besoins clients, c'est pas forcément super simple. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de méthode, ou quand j'intervenais en entreprise, que c'était
il n'y avait pas un processus clair et établi. Et c'est ce que j'ai découvert justement en faisant des accompagnements d'entreprises avec Florence, c'est qu'il y a un cadre méthodologique au marketing au moins qui donne un certain nombre d'éléments. Et donc tout le travail qu'on a essayé de faire, c'est comment intégrer l'aspect environnemental et la perspective cycle de vie dans ce cadre-là. Donc c'est tout l'objet de Green to Market. Voilà. Donc on va rentrer un peu dans le détail de chacune des étapes en essayant de ne pas être trop lourd ou trop pénible, et puis en illustrant systématiquement tout ce qu'on vous dit par ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises qui sont déjà en avance sur ces dimensions. Donc dans la première étape, on travaille sur le diagnostic, donc dans un premier temps sur le diagnostic externe de l'entreprise. Et cette étape va consister à faire un état des lieux, bien sûr du marché, à quel marché on s'adresse, quelles sont les attentes du marché. Donc Samuel le disait tout à l'heure, si on veut travailler sur l'environnement, il faut s'adresser à son marché en lui posant les questions environnementales dès le début. Il ne s'agit pas de développer un projet puis d'un seul coup de se dire « Ah bah tiens, on va faire de l'éco-conception et qu'est-ce qu'on peut bien faire ?» Non, ce qu'il faut, c'est savoir ce que l'utilisateur attend. Et quand je dis utilisateur, je pense aux entreprises qui sont en B2B, donc qui s'adressent à des clients, mais aussi aux entreprises qui sont en B2C, qui s'adressent à des consommateurs, ou en B2B2C. En fait, tout ça, c'est un peu la même démarche. Et on va parler produits aujourd'hui, mais la démarche, elle fonctionne aussi sur les services. On sait aujourd'hui que les services sont consommateurs de ressources, ont un impact environnemental, comme les produits. Donc la méthode est valable aussi pour les sociétés qui développent des services. Peut-être juste un point sur cette partie externe. En fait, on est obligé de confronter des choses qui des fois sont antinomiques, c'est-à-dire les enjeux environnementaux réels de l'offre produit, les enjeux environnementaux perçus dans le cadre de l'entreprise ou par ses clients ou utilisateurs. Et à un moment donné, ça ne se présente pas toujours au même endroit. Il faut bien voir que les utilisateurs, comme moi, quand on perçoit un produit, l'impact qu'on imagine, c'est par rapport aux déchets qu'on génère, ce qui est visible, etc. Mais dès lors qu'on rentre dans une démarche de perspective cycle de vie, je prends des produits de nettoyage, je ne suis pas sûr que pour tout le monde, c'est très clair qu'il peut y avoir un problème sur la production d'huile d'huile de palme. Pour autant, les tensioactifs, pour la plupart, sont issus d'huile de palme et que c'est un enjeu environnemental. Donc il faut quand même traiter cet enjeu-là, puis il faut traiter aussi les enjeux de consommateurs en termes d'impact environnemental, que sont la pollution de l'eau, l'eutrophisation et ce genre de choses. Et donc tout le travail de cette partie, d'identifier des enjeux extérieurs, c'est de voir est-ce qu'il y a hétérogénéité ou convergence ou pas entre le perçu et le réel sur les impacts environnementaux. Et donc, pour compléter sur cette analyse externe, au-delà du marché, on intègre bien sûr aussi toutes les parties prenantes de la chaîne, les partenaires, enfin tout l'environnement externe, la réglementation. Hein, vous savez que les choses s'accélèrent et tant mieux pour contraindre, entre guillemets, les entreprises à respecter certaines règles. Donc, en fait, tout ça, ça fait partie de l'analyse qu'on fait en amont. La seconde partie de cette première étape, c'est un diagnostic interne. Donc cette fois-ci, on est focus sur l'entreprise et on va aller regarder globalement ce qu'on fait aujourd'hui, comment on le fait, comment se positionne l'offre, quel est le niveau de maturité globalement de l'entreprise par rapport à l'environnement. L'idée, c'est pas d'avoir un rêve. Hein. L'idée, c'est d'être transparent, de faire un état des lieux qui soit, réel hein, sur qui on est aujourd'hui, de façon aussi à ce qu'on se fixe des objectifs qui soient pas inatteignables. En matière environnementale, comme dans beaucoup de projets, il vaut mieux fonctionner par incrémentation et atteindre son objectif plutôt que de vouloir y aller en un saut et finalement de ne pas y arriver. Donc ça, on verra, enfin, on le voit dans l'expérience qu'on a, nous, des projets qu'on mène, et on verra dans la fin de la démarche, il y a un cercle vertueux, Pauline en parlera aussi tout à l'heure, qui fait que du coup, on progresse réellement. Un point important aussi, le consommateur ou le client ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, l'entreprise devienne number one en environnement.
par contre, donner des signes de progression, les étayer par des chiffres, par des choses concrètes, et montrer qu'on a une étape qui est un premier pas qui est franchi et qu'on va aller plus loin ensuite. Ça sont des choses qui sont très importantes en termes de communication. Le point que nous, on regarde bien et qu'on apporte, c'est le niveau, effectivement, niveau de maturité de l'entreprise, mais surtout le niveau de maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut maîtriser, il y a des choses qu'on peut influencer, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas travailler. Et c'est important dans cette partie d'arriver à identifier ce sur quoi on peut travailler. Parce que des fois, on peut avoir des enjeux environnementaux forts à des endroits, mais non maîtrisables parce que je suis une TPE. Ça ne sert à rien de s'énerver dessus. On va travailler sur ce sur quoi on peut maîtriser ou influencer. Et donc ce travail de diagnostic interne, il est fort. Si on se dit, ben voilà... déjà par rapport à ce qu'on voit, on a une problématique de poids, je vais prendre des produits mécaniques pour changer, ça nous changera, et que ce serait intéressant d'aller sur de l'aluminium et qu'on n'a personne qui est formé pour faire des soudures aluminium, on se dit, ok, on peut le faire, mais on est sur des enjeux ou un niveau de maîtrise qui est à plus long terme que simplement d'alléger le produit par une conception plus intelligente et en restant sur des aciers. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde, parce que ça ne sert à rien de développer des stratégies si on n'est pas capable de les mettre en place après au sein de l'entreprise. Voilà, donc ces deux étapes de diagnostic nous permettent de faire une petite synthèse sous forme de SWOT, donc, dont tout le monde, je pense, connaît l'existence. La différence là, c'est que c'est un SWOT Green to Market, c'est-à-dire que sur chacun des aspects, on a intégré l'environnement. Et du coup, ce SWOT nous permet d'identifier les enjeux prioritaires Green to Market qui vont guider en fait toute la stratégie derrière, à la fois pour l'entreprise et pour le marketing. Il faut bien comprendre que le SWOT, il est nourri par des templates qui sont avec une intégration du cycle de vie. C'est-à-dire que pour arriver au SWOT, quand on regarde menaces, opportunités, etc., on ne le regarde pas uniquement conso, utilisateur ou production, on va le regarder de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Donc il y a un processus quand même pour arriver à identifier tous ces enjeux, pour arriver au SWOT et identifier là où ça peut être intéressant de travailler. Voilà, et pour être un petit peu concret, on peut peut-être, Pauline, parler de cette partie chez Eurotab pour tout ce qui est enjeux environnementaux. Oui, alors c'est vrai, comme le dit Florence, la partie diagnostic, elle est très importante et comme le dit Samuel, on ne peut pas tout retenir. C'est vrai que quand on fait cette analyse interne et externe, il y a énormément de choses qui ressortent. Donc on est obligé aussi de faire des choix. Alors chez Eurotab, je peux vous citer deux enjeux environnementaux que l'on a décidé de retenir et sur lesquels la stratégie d'entreprise va se caler, puis la stratégie d'innovation produit. Alors le premier des enjeux pour nous, c'est la réduction d'utilisation des ressources et notamment avec un focus sur l'eau. Donc dans les produits de détergence, vous n'êtes pas passé à côté. Dans les rayons, on voit énormément de bidons avec du liquide. Donc ça veut dire du liquide pour la fabrication, du liquide qui compose le produit, du liquide évacué chez le consommateur. Donc ça, c'est un petit peu notre premier fer de lance parce que nous, avec notre détergent solide, j'en reparlerai un petit peu plus tard, avec notre format tablette, l'eau, on coche déjà une bonne case et on peut même aller plus loin. Et le deuxième enjeu environnemental que l'on a décidé de retenir, c'est la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, vous n'êtes pas passé à côté des images d'océans et de continents plastiques qui naviguent au travers. Donc ce sont vraiment ces deux chantiers sur lesquels nous on s'est dit, en interne, on a déjà une partie de la solution, on peut aller plus loin et on peut vraiment contribuer à réduire ces impacts-là. Un autre paramètre qui est important, c'est de prendre en compte la concurrence industrielle. Et nous, on s'est rendu compte via les sollicitations de nos prospects et de nos clients qu'il y avait quand même un manque en plus à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sollicité aussi bien par des très grands lessiviers internationaux que par des petites startups. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, Eurotab, où est-ce que l'entreprise se situe, à qui elle peut s'adresser, quelles sont nos forces internes, qui font qu'on va avoir un certain niveau de flexibilité, mais qui aura aussi ses limites. Donc du coup, comment est-ce qu'on l'intègre? À qui on répond? Bien sûr, on adorerait répondre à tout le monde, hein. Ce serait l'idéal, mais on est obligé de le prendre en compte dans cette analyse pour bâtir une stratégie d'entreprise qui est vraiment pérenne et durable. Donc il y a tellement de demandes en environnement que vous êtes obligé de faire des choix, c'est ça? Et il y en aura de plus en plus.
Donc, bonne transition sur la partie stratégie, puisque c'est effectivement la deuxième étape de la méthode Green to Market. Là, on va s'attacher à la stratégie d'entreprise, travailler sur la mission, la vision, les valeurs, parce que forcément, il va falloir être cohérent dans l'ensemble. Il ne s'agit pas de faire de l'éco-conception si l'entreprise ne porte pas le sujet à travers sa RSE, à travers sa stratégie. Et on va donc, au bout de cette partie, pouvoir définir les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et du coup, une fois que cette étape est franchie, on passe à la stratégie marketing qui effectivement est forcément en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. On va définir les objectifs marketing, comme dans une démarche classique. Et puis, on va challenger le business model. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, en tout cas par rapport à un marketing traditionnel, où globalement, on fabrique, on vend et puis on jette. Je fais simple, mais voilà. Peut-être tu peux en dire un petit mot, Samuel, de ces différents business models, de tout ce qui est circularité. Oui, en fait, on se rend compte qu'avec la pensée en cycle de vie, ça nous permet d'innover sur les modèles économiques et qu'on peut créer de la valeur ailleurs ou à d'autres endroits sur le cycle de vie qu'uniquement à l'endroit où vous allez avoir un échange avec votre client. Donc la première chose, c'est comment vous allez pouvoir allonger la durée de vie de votre produit avant qu'il arrive en fin de vie. Donc il y a des boucles de réparation, de remise à neuf du produit qui peuvent être mises en place. Donc ça, c'est des business qui sont en train de se faire. La question, c'est en tant que metteur sur le marché, est-ce que c'est un besoin, une offre que j'adresse, ou est-ce que je laisse d'autres acteurs du milieu faire le business sur mes produits pour l'allongement de la durée de vie. Et puis à un moment donné, les produits, on a beau faire ce qu'on peut, ils ont une durée de vie, alors pour plein de raisons, des raisons économiques, d'accès à l'achat, de qualité, et puis des fois de mise à jour qui peut être nécessaire. Et donc quand on arrive en fin de vie, il y a des acteurs qui se mettent en place pour récupérer, valoriser les produits. Alors soit pour les remettre de manière, repartir dans un processus complet de refabrication et de mise à jour, dans un processus industriel, soit de récupérer des pièces et les remettre à neuf pour l'allongement de la durée de vie, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, des boucles de rétention de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on garde une économie linéaire, où on extrait, on transforme, on met sur le marché, on utilise, on est en fin de vie. Et là, deux scénarios possibles, enfouissement ou incinération. On aura créé de la valeur économique qui est liée à de la valeur environnementale. On voit l'énergie qui augmente, on voit le coût du cuivre qui augmente. Je crois que le cuivre a dépassé le prix à la tonne de 2011, qui était déjà... voilà. Et donc, tout ça est détruit. Par contre, si on met en place des boucles de rétention de valeur, toutes ces boucles, en sachant que la boucle de recyclage, pour nous, c'est la plus mauvaise, parce que c'est là où on va détruire le plus de valeur, on va mettre en place un certain nombre de modèles économiques. Alors, pour être très rapide, mais juste sur un exemple, on a un de nos adhérents que vous connaissez, c'est Decathlon. Decathlon, 50%, ils font 50% de leur chiffre d'affaires sur la vente de vélos, ils représentent 50% du marché de la vente de vélos enfants neufs en France. Sauf que le business, c'est l'occasion dans l'enfant. Donc en fait, au global, ils ne sont pas là. Et donc là, ils sont en train de mettre en place des systèmes, justement, de location longue durée sur une année, ce qui augmente le prix du vélo, la qualité du vélo plutôt. Donc on est sur des vélos supérieurs qui sont récupérés à la fin des 6 mois de l'année où ils sont utilisés, remis à neuf et ils mettent en place un système d'occasion. Donc c'est là où on se dit, on peut réfléchir autrement et trouver des nouvelles boucles de création de valeur qui ne vont pas forcément extraire de la matière vierge pour créer les produits. Et c'est vraiment des innovations auxquelles on est confronté et qu'on découvre tous les jours. Je vous prends cet exemple-là, mais il y a plein d'entreprises qui mettent en place des systèmes comme ça. Donc on voit aussi à travers l'exemple que cite Samuel, l'impact du marketing par rapport à ce mode de consommation. Donc il y a une attente marché qu'il faut identifier en amont. Et puis c'est aussi le rôle de marketing de faire en sorte que ces systèmes de rétention de valeur soient de plus en plus diffusés, utilisés. Donc tout ça, ça passe aussi par l'éducation, entre guillemets bien sûr, puisqu'on n'est pas là pour
pour éduquer, mais pour aider à comprendre. Donc le marketing est aussi là pour informer et passer le relais à la communication. Donc on en parlera peu aujourd'hui, j'en dis juste un petit mot. La communication environnementale dont on parle beaucoup en ce moment avec le greenwashing, la crainte des marques, le manque de confiance aujourd'hui des utilisateurs dans les marques. Ils sont plus des 2/3 à rejeter les marques à cause justement de ce type de communication. Clairement, quand on suit une démarche Green to Market, ça ne peut pas arriver. Parce qu'en fait, on a une démarche qui est complètement validée d'un point de vue environnemental à toutes les étapes, qui est étayée, on va le voir tout à l'heure, par des chiffres, par des rapports, et que globalement, dès le début, on sait, parce qu'on a bien défini nos enjeux Green to Market, ce sur quoi on va communiquer. Donc finalement, le entre guillemets bébé qui est transmis à la communication, il est déjà prêt à commencer sa vie, et la communication, elle est transparente et elle est humble. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être les meilleurs, on est là parce qu'on avance. Donc tout ça, ça a écho auprès des utilisateurs et des consommateurs, et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on a construit Green to Market. Excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà en train de définir les typologies de com sur lesquelles on va s'appuyer, c'est-à-dire comment on va communiquer pour faire la confiance auprès du client utilisateur dès le niveau stratégique, ce qui nous permet après, on verra dans la partie plus opérationnelle, de mettre en place les KPI nécessaires pour avoir les modes de preuve associés qui soient robustes et faire la preuve de l'avancement et le fait que le nouveau produit ou le nouveau service est bien meilleur d'un point de vue environnemental que l'ancien. Et donc, je me tourne à nouveau vers Pauline pour illustrer cette étape. Oui, donc du coup, comme vous l'avez vu, entendu auparavant, donc de notre diagnostic, on a issu pour la stratégie d'entreprise de travailler essentiellement sur la réduction d'utilisation de l'eau et la réduction des plastiques à usage unique. Donc dans cet esprit, la stratégie d'entreprise a été chez Eurotab depuis le début de tout miser sur le solide, plus de liquide que du solide. Donc Eurotab a été fondé en 1957, a commencé donc par du solide et n'a toujours fait que du solide jusqu'à aujourd'hui, donc 2021. Donc le solide, je parle de tablettes de poudre compressée. Je pense que c'est le moment d'entrer un petit peu dans le détail. Donc ces tablettes, elles sont déjà environnementales par leur nature. Quand on a une tablette de poudre, on n'a pas besoin d'eau pour la fabriquer, donc on ne génère pas d'effluent de liquide. La compression de poudre, c'est une production qui nécessite peu d'énergie, qui est peu gourmande par exemple en électricité. Donc on est plutôt sur une production qui préserve l'environnement. Ma petite tablette, pour la transporter, j'utilise beaucoup moins de volume que du liquide. Je vais mettre énormément de tablettes par exemple dans une boîte et dans un camion. Donc le transport vers le client et ensuite du client au consommateur va être énormément réduit. On peut avoir jusqu'à 20 fois moins de volume dans un camion avec des tablettes que son équivalent liquide. Donc ce sont des chiffres qui sont énormes ramenés à la consommation mondiale. Vous imaginez bien qu'on est sur des volumes absolument astronomiques. Et ensuite, si on va jusque chez le consommateur, dans les foyers, avec une tablette, on va avoir la bonne consommation, le bon dosage. Je vais mettre une tablette, je ne vais pas en mettre trop. Avec le liquide, on a tendance à un peu avoir la main lourde et surconsommer. Donc là, on va éviter le gaspillage inutile, donc le rejet de produits détergents dans l'environnement qui n'est pas justifié. Et puis en termes de déchets, on va dire, plutôt que d'avoir un gros bidon liquide, je vais avoir juste une petite boîte en carton. Donc c'est vrai que le choix du solide chez Eurotab est là depuis toujours, mais c'est aussi un choix sur lequel on se questionne. Et l'année 2020 et cette année 2021 ont été l'occasion d'une grosse remise en question chez Eurotab. On s'est reposé la question, est-ce que l'on continue de faire du solide ou est-ce qu'on commence à injecter un petit peu de liquide d'une certaine façon ou non? Et la réponse a été clairement non. On reste sur le solide parce que le solide continue de créer de la valeur. On peut aller encore plus loin. Donc le solide est déjà, on va dire, green par nature. Nous, on a inclus l'environnement via les labels environnementaux, ensuite l'analyse du cycle de vie, mais on voit qu'il y a encore des opportunités pour aller encore plus loin avec le solide. Donc on a vraiment décidé de rester sur ça. Et cette posture du solide, elle a toujours été présente en fil rouge dans l'ADN de la société, mais n'a jamais été vraiment verbalisée. Et donc c'est là aussi où le marketing rentre en jeu. Cette année, on a réécrit complètement notre mission, notre vision, nos ambitions.
les valeurs d'entreprise, pour que vraiment toute l'entreprise soit fédérée autour de ce projet et que vraiment cette volonté cascade dans tous les services en fait, pas uniquement au niveau de la R&D qui va développer la formule, la cellule packaging qui va faire le pack, mais que vraiment tous les services soient mobilisés autour de cet enjeu de la détergence solide. Voilà, donc ça va arriver bientôt. Pour l'instant, c'est en cours de finalisation. On a hâte de voir ça. Merci Pauline. On poursuit un petit peu le déroulement de la méthode avec cette 3e étape qui est la mise en œuvre du projet Green to Market dans l'entreprise. Et on rejoint donc bien sûr ce que disait Pauline. L'idée, c'est pas que ce soit un individu marketing et un individu éco-conception qui aillent travailler l'offre dans l'entreprise, mais on travaille vraiment en mode projet avec des équipes pluridisciplinaires. Donc Green to Market démarre idéalement très en amont, c'est-à-dire sur des phases d'innovation, où là on est généralement dans des groupes assez réduits, voilà, sur de la génération d'idées. Et ensuite on passe en mode projet, avec des équipes un peu plus construites. Donc évidemment, en fonction des tailles d'entreprise, on a plus ou moins de services représentés. Hein. Là, le schéma que vous avez, c'est quand même un schéma, on va dire, qui s'adapte plutôt à un groupe. Mais on peut imaginer, dans une PME, de pouvoir adapter ce schéma-là. Donc ce qui nous apparaît important dans cette équipe projet, c'est d'avoir des compétences internes, bien sûr, mais aussi des compétences externes, et donc d'aller chercher ce qui manque dans l'entreprise, d'aller chercher des parties prenantes pendant le déroulement du projet, donc des partenaires, des fournisseurs, je ne sais pas, des associations, des organismes réglementaires, et bien sûr des utilisateurs. Donc là, c'est mon côté marketing qui parle, et intégrer dès le démarrage de ce projet des personnes qui vont utiliser soit le service, soit le produit. Alors, nous, ça nous a un petit peu perturbé au début, tout ça, parce que je reviens sur la norme d'éco-conception. Nous, on est ingénieurs, on applique les normes, voilà, c'est carré. Et la norme d'éco-conception, elle nous disait, voilà, il faut une politique éco-conception, vous vous débrouillez pour la faire, et puis après, vous mettez en œuvre votre projet d'éco-conception, vous définissez une unité fonctionnelle, vous faites une évaluation initiale, enfin, bon, vous mettez en place tout le procédé. Et donc, cette bloc-là, nous, on ne l'avait pas, donc ça veut dire que les équipes ont tiré dans tous les sens. Donc, le marketing stratégique sur lequel nous, on n'était pas présents, le fait d'y être, ça a permis d'avoir des orientations. Juste pour rappel, hein, en ACV, on peut avoir 20 catégories d'impact. Donc, si vous voulez, c'est faire une analyse multicritère, 5 étapes du cycle de vie, 20 indicateurs d'impact. Si vous n'avez pas une orientation claire, ça va être compliqué à faire. Hein. Donc ça, c'est quand même super important, ce qui fait que quand on arrive dans la partie opérationnelle, on sait à peu près où on va, comment on va et quels vont être les compromis. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. Si c'est un prix marché, on le sait. Donc on sait jusqu'où on peut arriver avec l'environnement. L'environnement, ça peut être un endroit pour faire des gains sur les matières, etc. Puis des fois, c'est une source de coût parce que vous allez voir substituer par une autre matière qui peut être un peu plus chère parce que plus nouvelle, donc avec un coût d'accès qui est peut-être pas le même. Et après, il y a l'acceptation business, parce que si vous laissiez juste à nous, on va vous définir l'unité fonctionnelle au sens de l'éco-conception et de l'ingénieur. C'est une fonction d'usage et ce sur quoi elle s'applique pendant un nombre d'usages ou d'années. Je ne suis pas sûr que ça soit ce sur quoi tu travailles, ça ne va pas suffire pour l'aspect marketing. Et donc c'est tout le travail qu'on a dû faire. Et puis en fait, on s'est aperçu en travaillant avec Florence que ces premières phases de conception, nous, quand on faisait vraiment de l'innovation, nouveaux produits, on avait juste l'unité fonctionnelle et il fallait qu'on aide le marketing et les autres équipes qui étaient très tôt dans le projet à prendre des orientations. Ok, on va plutôt sur du plastique, on va plutôt sur du bois, quelle durée de vie, comment on va faire, qu'il faut intégrer dans l'équipe projet. Alors tout de suite, nous on intervient, on dit voilà, l'équipe projet, il faut prendre des acteurs de la fin de vie, là il va y avoir une problématique emballage, il va y avoir telle problématique. Et donc c'est d'amender un petit peu tout ça et de faire des premières orientations sans rentrer dans des démarches, on va dire, d'études très très sensibles au départ. Et donc il a fallu qu'on s'adapte à ça. Et puis qu'on ait un langage commun, parce que ce n'était pas toujours évident. Oui, bon voilà, j'ai tant de grammes pour l'eutrophisation en telle molécule. Le marketing, je ne suis pas sûr que ça leur parle beaucoup. Donc il a fallu qu'on travaille là-dessus. C'est toute cette partie opérationnelle. Donc là, si vous voyez, si c'est la diapo d'après, s'il vous plaît, c'est différentes étapes d'une démarche d'éco-conception. La partie marketing stratégique, l'étape 1 et 2, ça nous a enlevé une épine du pied parce que ce n'était jamais traité dans les documents d'éco-conception et donc on avait un positionnement clair.
Et après, on peut déployer des outils plus précis. Pour être clair, on identifie les enjeux environnementaux dans la partie stratégique, mais de manière générale sur le cycle de vie complet autour d'une business unit ou de l'entreprise. Quand on arrive là, on est sur le projet, c'est-à-dire que sur le projet précis, le type de produit, le marketing nous dit à la durée de vie à peu près que ça doit avoir, à qui ça doit s'adresser, toutes les fonctions contraintes auxquelles il faut répondre et pas uniquement une fonction d'usage. Donc voilà un petit peu les éléments qui sont importants. Et après, le travail, c'est plutôt le lien entre les équipes projet environnement, les équipes de développement, les équipes de marketing. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on met les éléments? Et comment on intervient dans l'aspect compromis? Puisque c'est ça, il faut faire des compromis pour arriver au produit final. On ne fait jamais le produit dont on a rêvé, malheureusement. C'est vrai, un jour peut-être. Et donc, pour finir cette étape 3, on arrive bien sûr à la phase de lancement. Donc là, on est sur une partie plus opérationnelle. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais évidemment, l'équipe de vente ou les ventes, la dimension commerciale est intégrée dans l'équipe projet très en amont. Il ne s'agit pas d'arriver là et de dire à l'équipe commerciale, bah voilà, vous allez vendre ce produit éco-conçu qu'on a développé dans notre coin. Parce que, comme le disait Pauline tout à l'heure, en fait, c'est l'entreprise qui lance le produit, c'est pas le marketing. Donc, il faut que tout le monde comprenne ce que c'est que cette démarche, pourquoi on le fait, parce que chacun a aussi son rôle à tenir. Et donc, l'équipe de vente, quand le projet arrive en phase de lancement, est informée, connaît le discours qu'elle doit tenir. Enfin, tout ça, ça a été préalablement défini. Voilà, donc on lance le produit. Donc en général, là, ce qui se passe, c'est tout le monde fait ouf, ça y est, terminé. Et ben en fait non, c'est souvent une étape malheureusement qu'on oublie, c'est pas terminé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on préconise, c'est l'étape numéro 4, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un retour d'expérience. Très souvent, parce que l'entreprise a la tête dans le guidon, parce qu'on passe d'un projet à l'autre, on oublie cette étape, on la fait pas bien. Et l'expérience montre que c'est dommage parce qu'en fait, on aurait pu utiliser les informations du lancement pour améliorer le projet suivant et du coup le rendre plus performant, être plus rapide, etc. Voilà. Donc vraiment, on encourage dans Green to Market à faire cette étape de retour sur expérience. C'est des choses pratico-pratiques. C'est interroger les SAV, tout bêtement. C'est interroger les filières pour voir quand on a fait des allégations sur la fin de vie si opérationnellement c'est bien mis en place, etc. Donc c'est vraiment travailler sur des choses très très pratico-pratiques pour qu'on ait des éléments à réinjecter, alors soit pour une reconception du produit, soit pour un nouveau projet. On peut peut-être à nouveau laisser la parole à Pauline. Alors, sur la partie projet, pour l'illustrer, Florence m'a demandé si je pouvais apporter des produits. Bien entendu, j'ai dit oui, j'étais ravie. Donc, du coup, je vous ai amené ici un projet, on va dire, 2 en 1. Donc, il faut savoir qu'au départ, les tablettes sur le marché pesaient 19 grammes et on contribue à les faire maigrir. Donc, un des premiers projets qu'on a voulu travailler, c'est le volume. Le volume aussi bien de la tablette que le volume de l'emballage. Donc nos petites tablettes, qui sont déjà, comme on l'a vu, environnementales par nature, on s'est dit on va les faire maigrir pour encore gagner en volume, en matière et en économie. Toujours l'objectif économique, c'est vrai qu'on ne le perd jamais de vue parce que sinon le projet n'est pas viable. Et donc on est arrivé à cette petite tablette de 12 grammes qui est donc vraiment unique sur le marché et qu'on a développée en 2 étapes. La première étape, elle s'appelait GreenTab, donc c'est le nom de code interne. On était sur une tablette, enfin on est toujours, cette formule est toujours disponible, sur une tablette écolabel qui est composée à 93% d'ingrédients naturels et qui est biodégradable à 91%, pour laquelle on a été d'ailleurs récompensé par un prix de la part de chimistes. Donc c'est très bien, on aurait pu décider de s'arrêter là. Mais on s'est dit, on va aller encore plus loin, parce que nos clients aussi nous poussent à le faire. Et là, on s'est dit, on va retravailler nos formules et aller encore plus loin sur la composition d'ingrédients naturels, sur la biodégradabilité. Et donc, ça nous a amené à GreenUp, qui est ici, 2e nom de code, où on est à 98% d'ingrédients naturels et biodégradables à 97%. Donc, vous allez me dire, on est toujours au-dessus des 90. Oui, mais ces petits pourcentages grappillés font quand même toute la différence.
Donc 12 grammes, super puissant et super green. Par contre, décemment, cette petite tablette, je ne peux pas la vendre dans une grosse boîte. Ça ne marche pas. Il faut aussi que je travaille le conditionnement. Et donc, on a un deuxième projet qui a été lancé en parallèle, donc toujours un travail sur le volume, mais cette fois-ci sur le volume de la boîte. Donc là, on a un nom de code de projet très glamour, elle s'appelle boîte A. Donc l'idée, c'était de calibrer une nouvelle taille de boîte pour venir accueillir ces 12 grammes. Donc avec cette nouvelle boîte, on utilise 25% de carton en moins. Mais 25 plus 25 plus 25, au final, ce n'est pas que l'épaisseur du trait. Alors je voudrais vous dire que tout ça, c'est magnifique, ça fonctionne, c'est merveilleux, mais je pense que c'est intéressant aussi de montrer les limites de ces projets, avec des points qui sont pour nous des sources de frustration. Alors le premier point, c'est la partie formulation. Sur GreenUp, donc on est écocert, donc il y a un certain nombre d'ingrédients auxquels nous n'avons pas accès. Sauf que quand vous faites une tablette de lave-vaisselle, le consommateur attend quand même de la brillance à la fin. Et aujourd'hui, la liste des ingrédients ne nous permet pas d'atteindre les standards que l'on voudrait. Donc on sait que le consommateur peut avoir une pointe de déception. Mais aujourd'hui, au niveau chimie, on n'a pas les ingrédients qu'il faut pour atteindre cette qualité attendue par le consommateur, tout en respectant le label environnemental. Donc bien sûr, on ne s'avoue pas vaincu, on continue d'y travailler. Mais voilà, c'est aujourd'hui en tout cas une partie qui nous limite et qui nous frustre sur la partie efficacité. Et il y a un deuxième point sur lequel on arrive en limite, ce qui est très frustrant, c'est que parfois je suis absolument très fière de présenter cette boîte au client, et le client me dit, enfin en rayon c'est un peu petit, hein. Moi je ne peux pas mettre toute ma communication et puis il ne va pas se voir, donc non, je préfère la taille au-dessus. Donc là pour nous c'est très déceptif d'aller mettre de la petite 12 grammes dans une grosse boîte, mais voilà, il y a encore des choses à changer, des codes de marché à changer. Bon, on y travaille, on l'entend et on espère qu'avec toute la pédagogie, la méthodologie qu'on y met, plus celle de nos clients qui œuvrent dans le même sens, petit à petit, on arrivera à faire évoluer le consommateur et arriver à faire accepter même une boîte petite en rayon. En tout cas, on voit que c'est étayé par un certain nombre de labels, hein, parce que je vois l'éco-label, je vois le White Swan, et qu'il n'y a pas une seule communication qui est faite, c'est en fonction du produit et de la cible, j'imagine, qu'on a étayé les éléments de communication, qui sont des éléments de communication officiels par tierce partie, c'est pas des labels privés, hein, qu'on soit clair. D'où les exigences qui sont un peu rudes. Alors, on a une troisième partie de ce que Philippe voulait échanger avec nous. Une deuxième, non, je crois que c'est la deuxième fois. La deuxième partie, oui. Donc, si on peut juste lancer la partie Philippe, et il va nous expliquer le pendant sur un autre modèle économique, plutôt lui B2C, puisque vous l'avez compris, Eurotable et B2B, donc une autre solution de tablette. Écoutez, je peux dire quelques mots de la nouvelle entreprise que j'ai lancée qui s'appelle Spring, effectivement, qui est une marque de lessive éco-responsable livrée en boîte aux lettres. Marre des bidons en plastique? Découvrez Spring. Livré directement chez vous, une lessive dans une boîte 100% sans plastique. Clean et efficace. Et ça sent bon. Voilà. Commandez votre pack d'essai pour 4,90 € sur wespring.com. Et en fait, quand on s'est lancé pour proposer une offre plus éco-responsable, on a vraiment fait deux colonnes. On a dit qu'est-ce qu'on va garder dans ce qui est l'offre du marché et qu'est-ce qu'on va changer. Et dans ce qu'on a gardé, on a choisi de partir sur un format de capsule monodosée, qui est le format star du marché. On a décidé de garder une dimension très hedonique dans la marque avec une grande variété de parfums, pour donner un exemple. Donc, finalement, offrir une passerelle au consommateur vers un produit qu'il connaît déjà. Et en revanche, on a décidé de changer un certain nombre d'éléments pour que le produit soit véritablement plus vertueux, avec un produit qui est beaucoup plus concentré, donc qui est 2 fois moins gros que son produit équivalent en supermarché. On a travaillé beaucoup sur le packaging pour avoir un contenant qui soit 100% sans plastique, à base de carton. Et on a travaillé sur un modèle de distribution qui passe plutôt par la livraison et par la poste, ce qui amène aussi des bénéfices. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un équilibre entre de l'éco-conception, c'est la deuxième colonne, mais aussi du réalisme marketing par rapport à ce que le consommateur est prêt à accepter en termes de changement. Et la combinaison de ces deux éléments, ça nous a permis de mettre sur un chemin où effectivement, on devient une passerelle beaucoup plus facile à accéder pour le consommateur que peut-être des offres qui sont beaucoup plus radicales en termes d'éco-conception, mais qui aujourd'hui restent un peu hackées en termes de volume. Si unitairement, elles sont peut-être plus vertueuses,
en masse, qui est quand même bien le sujet qui intéresse à la fois l'entreprise, le marketing et puis la société at large, on voit que ces solutions-là plus radicales, elles peinent peut-être à prendre leur part de marché. Donc en fait, on a Spring, je pense que c'est un exemple parfait en fait de cette combinaison du marketing et de l'éco-conception. Voilà, donc ce qui est intéressant à travers les deux illustrations qu'on a à la fois de Pauline et de Philippe, c'est que dans un même univers, les entreprises en fait ont une marge de manœuvre extrêmement large, puisque vous voyez, on est dans l'univers des lessives, donc il n'y a pas un créneau où tout le monde doit aller. Il y a une multitude de solutions et qui doivent être adaptées à chaque fois à l'entreprise. Donc je pense que ça illustre bien cette partie. Et donc en synthèse, donc, les 3 étapes de la méthode, l'étape numéro 4 en retour d'expérience pour Green to Market, c'est vraiment quelque chose de concret pour nous et qu'on souhaite développer parce qu'on aimerait, en tout cas à titre personnel, je souhaite vraiment être actrice et soutenir les marketing qui développent cette démarche parce que c'est tout simplement la fonction du marketing, hein, de répondre à la demande et de proposer l'offre la plus adaptée. Donc aujourd'hui, on voit très bien où va la demande et ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on peut à nouveau demander à Philippe un petit témoignage par vidéo pour lui demander finalement quelles seraient lui ses préconisations ou ses conseils, puisqu'il a déjà à travers plusieurs expériences mené ce type de démarche. Moi, mon conseil, c'est d'abord, je pense que moi, j'ai été positivement étonné par 2 choses à l'occasion du lancement de mon dernier projet. Le premier, c'est à quel point les consommateurs sont prêts à suivre, et même en amont de la conception du produit, puisqu'on avait constitué une communauté, qu'on a travaillé avec cette communauté pour définir un certain nombre des éléments de notre mix marketing. Et donc, mon conseil auprès d'entreprises, c'est de dire, voilà, servez-vous de cette force en fait qui vient de vos clients, que ce soit des clients individuels ou des entreprises, quel que soit votre secteur d'activité, parce qu'aujourd'hui, il y a un vent qui souffle dans toutes les voiles, c'est celui-là, et en fait, ouvrez votre porte, et il y a un potentiel de tirer de l'énergie de cette demande de changement. Et puis le deuxième élément qui m'a surpris et qui drive un deuxième conseil, c'est que pour autant qu'on soit tous en attente d'une meilleure solution, le consommateur devient très éduqué, il doute par principe, et donc toute démarche qui va être peut-être moins sincère, plus défensive, plus tournée vers de la com, mais qui passe pas par le fond du sujet, va être très vite identifiée. Donc je pense que le sujet, c'est pas tant d'être parfait, parce que personne ne l'est, mais que d'être transparent et d'être en mouvement. Donc mon conseil, c'est vraiment de placer cette éco-conception au cœur de l'entreprise, notamment dans les mains du marketing, pour que le sujet soit traité dans le fond, et que les progrès puissent être mis en avant, que le produit puisse être argumenté sans qu'il ait besoin d'être parfait. Et puis, finalement, c'est un chemin, c'est un cheminement, et c'est un ensemble de process qui permettent de mettre l'entreprise avec ses clients sur le bon chemin. Voilà, on remercie bien Philippe qui ne pouvait pas être avec nous, et puis Pauline. Alors, juste qu'on vous explique comment c'est formalisé Green to Market. En fait, l'idée qu'on avait au départ avec Florence, c'était de rédiger un document. Et donc, en fait, c'est Florence qui travaille beaucoup, pas beaucoup moi dessus. Je délègue. Et donc, on est en train de finaliser. Là, on est dans les derniers drafts d'un document qui va sortir aux éditions du Pôle et qui sera remis à nos adhérents. Et donc, en fait, on va partager complètement la méthode complète, sans souci. Et puis après, on s'est dit, parce qu'on a eu pas mal de demandes, parce qu'on a échangé sur les éléments du livre. Oui, moi, comment je peux faire, comment je peux mettre en place ça. Et donc, on s'est dit, ce serait peut-être, on a mis en place des formations qui seront des formations en ligne, un pool de 3 formations en ligne. Donc, les prochaines auront lieu dès le 8 novembre, qui s'appuient sur la méthode.
Et voilà. Et donc, bon, sachez que le livre est en prévente, parce qu'en tant qu'association, on court après la trésor, donc n'hésitez pas à vous connecter. Chaque livre est important pour nous, même s'ils ne sont pas très, très, très chers. Et puis après, bon, pour ceux qui le souhaitent en tant qu'entreprise, s'ils souhaitent avoir un accompagnement particulier, contacte-moi ou Florence, puis on vous dira ce qu'on est capable de faire sur le projet. Donc on peut aussi intervenir sur des projets spécifiques. Donc voilà, donc Green to Market, elle m'a aidé à ce que ça ne soit pas seulement un livre, à formater, à préparer une offre de service global, qui est celle-là, un livre où il y a la méthode complète, des formations et au besoin un accompagnement. Tu veux conclure là-dessus ? Eh ben, je pense que voilà, c'est très clair. J'étais juste partie voir s'il y avait des questions. Alors évidemment, le PowerPoint pourra vous être adressé sur demande, il n'y a aucun problème si vous le souhaitez. Je vous propose, pour ceux qui sont à distance, peut-être si vous avez des questions, c'est vrai qu'on ne vous l'a pas précisé, mais n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on y répond. Je voulais à nouveau remercier Philippe Cantet, qui nous a donné beaucoup de son temps pour préparer cette session, mais aussi bien sûr Pauline Massard, qui, je pense, vous a aussi, pour ceux qui sont présents, apporté quelques petits produits. Et bien sûr Samuel, puisqu'en fait Green to Market n'existerait pas sans lui, et je souhaite vraiment une très longue vie au pôle éco-conception. Il y a énormément de demandes, on en parlait juste avant le démarrage du webinaire. Il y a une accélération évidente des attentes des entreprises sur ce type de démarche. Donc les recrutements au pôle éco-conception sont en cours, sont ouverts. On cherche du monde. Voilà. Donc il y en a qui savent de faire des ACV. Si, il y en a. N'hésitez pas à venir nous voir. Donc tout ça, c'est très bon signe et bien sûr, on est là pour vous accompagner aussi dans la démarche. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi dans la salle. N'hésitez pas à lever la main, je vous passerai le micro. Du coup, il y a une question. C'est: la méthode est-elle utilisable par des consultants en marketing éco-responsable ? Alors, la méthode peut être utilisée à condition d'y être formé, bien sûr. Nous, notre objectif, c'est qu'un maximum d'équipes marketing aillent dans cette démarche. Pour répondre à la question, il faut bien sûr être formé à Green to Market pour pouvoir l'utiliser. Et après, je dirais que plus la méthode va être diffusée, et mieux ce sera pour être efficace dans ce qu'on souhaite mettre en place. Peut-être des questions dans la salle, oui. Je vais vous passer le micro pour que les gens puissent s'entendre. Merci. Ça va aller. Oui, une question. Quand vous intervenez dans les entreprises, quelles sont les tailles des entreprises dans lesquelles vous intervenez? Une question corollaire, est-ce que vous avez une expérience d'intervention dans des startups, des très petites structures? Alors, nous, on intervient dans tout type d'entreprise, que ce soit des TPE, PME, grands groupes. En fait, après, c'est l'organisation interne, le management interne qui va être différent, et la réactivité. Après, sur des startups, très concrètement, nous, on intervient chez Philippe Cantet, qui est une startup aujourd'hui, qui lance son produit. Et c'est vrai que c'est très challengeant parce que les startups, l'offre est déjà lancée, mais le champ d'opportunité est super ouvert dans une startup. Il y a moins de contraintes de développement que dans une entreprise qui est liée à un processus industriel ou déjà des contraintes de fournisseurs ou de retail qui sont déjà définies. Donc nous, startup, c'est pas que c'est plus difficile, mais ça nous oblige dans la phase amont de marketing stratégique, d'amener des choses et de prendre plus de risques d'un point de vue environnemental. Ouais. Et pour la partie marketing, évidemment, puisque c'est là qu'on définit vraiment la genèse du sujet, donc oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou peut-être à distance? Je vais monter, ça me fait mon sport. Hop. Il y a une question dans la salle. Oui, vous avez donné des exemples en B2C, en B2B2C. J'aurais bien aimé avoir des exemples en B2B pur. Alors, on ne peut pas tout divulguer des sujets qu'on a en cours avec Samuel, mais dans certains domaines, l'environnement est déjà, je dirais, très intégré, et notamment dans des structures qui fonctionnent en B2B. Donc là, la démarche, elle reste la même si on ne s'adresse pas à un consommateur, on s'adresse à ce que j'appelle un utilisateur, à un client. Voilà, qui lui aussi a des contraintes à respecter, un environnement réglementaire et finalement qui cherche des partenaires. On pourrait en reparler avec Pauline, on en discutait tout à l'heure. En fait, maintenant, les partenaires vont chercher Eurotab parce qu'ils connaissent le positionnement d'Eurotab. Donc c'est l'exemple pour moi en B2B, c'est la même chose. C'est-à-dire cet écosystème fonctionne ensemble et à partir du moment où la chaîne des différents intervenants travaille sur l'environnement, c'est vertueux en fait jusqu'au consommateur. Et si je peux juste témoigner de manière globale au niveau français, nous on a participé l'année dernière au baromètre éco-conception français des entreprises avec Harris et l'ADEME. Donc c'est l'ADEME qui avait mandaté ça et nous on a réalisé le questionnaire pour eux. Et ce qui nous a surpris par rapport aux anciennes études, c'est que la proportion d'entreprises en B2B engagées dans l'éco-conception, donc dans l'intégration de l'environnement dans la conception de produits, a largement augmenté par rapport à l'étude précédente qu'on avait fait en 2014. Alors qu'en 2014, le point qui était difficile pour l'assembleur ou le metteur sur le marché, c'était de trouver les fournisseurs qui avaient une offre disponible et des innovations à proposer. Et je pense que ça a amorcé et que ça a engagé après les entreprises derrière à proposer des choses pour se différencier sur la partie environnement. Est-ce qu'il reste des questions? Non? Ok, alors, très bien. Écoutez, on est presque merci. Dans les temps. Ouais. Merci à tous pour votre attention en présentiel et en distanciel. On est vraiment ravis d'avoir pu vous présenter la méthode Green to Market. Alors pour ceux qui sont en distanciel, je leur invite à prendre leur déjeuner. Ceux qui sont en présentiel, je les invite à nous suivre. C'est l'avantage du présentiel et à échanger un petit moment convivial. On a un petit catering à vous proposer, puis ça sera peut-être le moment d'échanger sur vos projets, sur vos questions que vous pouvez avoir et autres. Ok, merci pour votre présence et pour votre écoute.